Hey, salut tout le monde, c'est Red Burger, j'espère que ça va bien pour un autre vidéo, retour sur un jeu de rôle que j'ai testé, que j'ai joué à quelques reprises. Aujourd'hui, je vous parle de Ten Candles. Ten Candles, c'est un jeu, on va le dire, éphémère, donc c'est des one-shots, c'est un jeu où on raconte des histoires d'horreur tragiques. Tragiques dans le sens où il n'y aura pas de survie. En fait, on raconte la mort, on raconte la fin, les derniers instants d'un groupe de personnes et c'est inéluctable. Donc, on ne peut pas y survivre. Le jeu n'est pas bâti pour qu'on puisse y survivre. Donc voilà. Donc c'est un jeu qui a été. C'est Stephen Dewey, qui a pas de. Je pense pas qu'il y ait de compagnie nécessairement. C'est vraiment Stephen Dewey. Ça a été un Kickstarter il y a quelques années. C'est juste un petit livre, il n'y a pas d'extension, il n'y a pas autre chose. En fait, on n'en a pas de besoin. C'est vraiment. Ça se complète très bien. Juste avec lui, on est capable de jouer plusieurs parties. La rejouabilité est assez illimitée, je dirais. Comment ça se passe? Dans la forme, on a un jeu un peu traditionnel dans le sens qu'il y a un maître de jeu. En fait, là, il y a un nom particulier, le maître de jeu là-dedans. Mais le maître de jeu, c'est lui qui met en place le cadre, il va tout mettre en place, va s'assurer que tout est que l'histoire mène son but. Il y a des rôles aussi, le maître de jeu, dans tous des rôles un peu particuliers qui lui appartiennent, qui lui sont dévolus seulement qu'à lui. Mais vous allez voir qu'il y a quand même un partage narratif qui est important dans ce jeu-là, prévu par les règles. Et c'est un peu ça qui fait la beauté. Et c'est un peu ça, des fois, qui peut amener le piège. Je vais vous expliquer. Pourquoi 10 candles? Parce qu'on va commencer avec 10 chandelles. Ces 10 chandelles-là sont allumées. Ils sont allumés on les allume selon un petit rituel au début. Là, je ne vais pas trop en dire parce que je veux pas. Il y a quand même une beauté à ce rituel-là. Donc, lorsqu'on fait la création des personnages au début, ben, il y a un rituel qui allume des chandelles, on allume des chandelles, jusqu'à la fin, lorsqu'on est prêt à jouer, on a nos 10 chandelles allumées. Les chandelles, s'ils s'éteignent en cours de jeu, ben on se doit de les laisser éteindre. Parce que ça, c'est comme un peu la malchance qui pourrait tomber. Mais évidemment, il y a une mécanique qui va faire en sorte qu'on va éteindre les chandelles graduellement au cours du jeu. Ce qui va faire en sorte que lorsque la dernière chandelle va s'éteindre, ben c'est la fin. C'est là que le dernier personnage meurt. C'est là que c'est la chute. C'est la fin. Cette fin inéluctable là qu'on a parlé en début. Les personnages, c'est relativement simple. Il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de trucs comme ça. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va donner un nom, une caractéristique à un personnage. Exemple, je sais pas moi, Alban, le prêtre catholique. Fait qu'Alban, moi, j'ai joué Alban, le prêtre catholique. Disons que... tiens, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai joué à date 3 parties en ligne de 10 Candles. Dont 2, je pense, qui sont sur Pilule Rouge, sur la chaîne de Pilule Rouge. Vous pouvez aller voir ça. Et j'en ai joué une en présentiel. Je dois avouer que j'ai une game en ligne qui a été très bonne. Mais celle en présentiel a été tout simplement magique. Ça a vraiment été magique. Là. Le setup était là. On était dans un chalet avec des amis. On a joué à ça. Et écoutez, l'ambiance était là. À la fin, on était vraiment dedans. C'était là aussi, l'espèce de décorum. Là. Oui, on met des chandelles sur Roll20. On va essayer de le mettre, cette espèce de décorum-là. Mais il n'y a rien comme des vraies chandelles, comme tamiser les lumières, comme être ensemble, l'intonation de la voix, tout ça. Le contrôle de l'horreur se fait. Il n'y a pas de commune mesure entre du présentiel et du informatique, si on veut, du live sur Internet. Donc voilà. Comment ça se passe? Ben on se fait des petits papiers, des petits cartons. Donc disons que moi je vous donne un exemple.
c'est un voyage idyllique. On se prévoyait un voyage dans les Alpes autrichiennes pour aller faire du ski. C'était magnifique. Ça fait plusieurs mois qu'on attend ce voyage-là. Et enfin, on peut partir pour se reposer après une année qui a été difficile, après une pandémie et tout ça. Ça, c'est notre prémisse de base. Maintenant, on va étoffer ça au fur et à mesure. Ce qui va... on va faire les personnages. Moi, disons, je ne prendrais pas le mal paraître. Je vais dire que je m'appelle Anthony. Je suis un étudiant en médecine et que mes parents, pour l'obtention pour le succès de ma troisième année d'études en médecine, m'ont payé un voyage dans les Alpes pour faire de la planche à neige. Voilà. Fait que ça, c'est mon personnage de base. Il n'y a pas plus que ça. Maintenant, ensuite de ça, je vais compléter avec un deuxième petit carton. En fait, un troisième petit carton qui va être la vis. Un vice et une vertu. Donc, c'est quoi le vice, c'est quoi la vertu? Et là, bon, je vais écrire que je suis... mon vice, c'est une anxiété de performance. Donc, je dois toujours être performant, je dois toujours être le meilleur. Ma vertu, ça serait que je suis... je veux aider les autres, je suis altruiste. Parfait. Fait que donc, je veux aider les autres et j'ai une anxiété de performance. La twist, c'est que c'est pas nécessairement je les écris, mais je vais les donner. Fait que donc, c'est pas toi qui choisis les vices et les vertus de ton personnage, c'est les autres joueurs qui vont les écrire. Et que, dépendamment du sens que le maître de jeu va décider qu'on se passe les billets, on va les envoyer. Fait que donc, il y a le joueur d'à côté qui a décidé de jouer un banquier suisse en vacances. Lui, il a une anxiété de performance. Et t'as l'autre qui est à côté, qui est un moniteur de ski complètement paumé. Lui, va être altruiste. Fait que donc, on échange. Fait que donc, ces vices vertueux, c'est pas toi qui les décides. Ensuite de ça, tu vas avoir... il y a deux autres points, là, deux autres cartons qui peuvent t'aider. Le premier, c'est la limite. Donc, la limite, c'est ça vient faire des révélations directement sur ce qui s'en vient. Je vais... ouais, c'est ça. Donc, quand on va faire les limites, dans le fond, les limites et les... ouais, c'est ça. Fait que donc, je t'ai vu. Ça, c'est ma limite. C'est lorsque je vais arriver au Brinks en anglais, là, je t'ai vu, là, ça peut être quoi? Je t'ai vu tuer froidement cet homme. Si tu es capable de plugger ça dans le game, c'est là que ça va emmener... ça devrait être la dernière carte en dessous. Fait que donc, c'est la dernière pièce de jeu, dernière carte, dernier carton que tu peux jouer dans le game. Avant ça, il y en a un, c'est l'espoir. Donc, lui... il va te permettre d'avoir un dé d'espoir. Donc là, j'ai l'espoir. Qu'est-ce que ça pourrait être? Attendez, je vais vous trouver exactement la phrase. Parce qu'il y a des phrases types. C'est surtout ça qui est intéressant. J'aurais dû les noter. I will find hope. Je vais trouver l'espoir lorsque nous exploiterons la faiblesse des ténèbres. Exemple. Ou dans un moment de prière dans une église silencieuse, ou lorsque l'un d'eux gira mort à mes pieds. Et là, ce que j'aurais dû dire au début, c'est que je vais outre mon carton principal qui dit qui je suis, donc l'étudiant en médecine, nanana. Si je peux passer, ils sont dans l'ordre, donc je dois les jouer dans l'ordre. Donc, on a des difficultés, là. Je dis, ok, bon, mais moi j'ai une vertu qui dit, ma vertu c'est courage. Là, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a un de mes amis qui est en problématique, je cours, je vais essayer de l'aider, je rate mon jet. Les jets, je vais revenir tout à l'heure. Je rate mon jet. Oh! Bon, là, j'ai une vertu qui est courage, donc est-ce qu'elle s'applique? Si cette vertu-là s'applique, oui, je la brûle directement, même les chandelles, parce qu'elle ne sera plus jamais utilisable. Et je peux relancer mon jet. Même chose avec la faiblesse. La faiblesse, on peut le faire aussi. Pour le hope, ce que ça fait, ça, c'est que ça va te donner un dé supplémentaire, le dé d'espoir, et lui, il va être là tout le long de la partie. Tu vas pouvoir l'utiliser jusqu'à la fin de la partie. C'est un dé qu'on ne peut pas t'enlever. Parce que vous allez voir tout à l'heure, lorsqu'on va parler de mécanique, il y a des dés qu'on peut enlever et tout ça.
Et le dernier, ben, c'est un peu ça. Ça me permet de relancer aussi. Fait que donc, voilà. Maintenant que les personnages sont choisis, ben, j'ai mon personnage, donc la carte du personnage, une vertu, une faiblesse, un espoir, puis une limite. Donc j'ai tout ça, je suis prêt à jouer. J'ai tous ces rebondissements-là. Il y en a un personnage, par exemple, qui fait une limite qui est différente des autres. Parce que le maître de jeu va en écrire une limite. Il va dire, mettons, une limite normale. Je t'ai vu... Puis là, lui, il faut que ça soit un peu... il va créer sa limite de façon à ce que ça soit provocateur, que ça amène du jeu. Là. Fait que je vais dire, ben, je t'ai vu pactiser avec les ténèbres. Bam! Fait que donc, là, je regarde ça. Parfait, en tant que maître de jeu, là, je le donne à une autre personne. Poup. Et lui, il va avoir sa limite à lui, qui va être capable de jouer sur une autre personne. Mais si le maître de jeu, il donne une limite, ça veut dire qu'il y a une limite de trop. Ben ça, c'est le dernier joueur qui est à côté du maître de jeu, puis lui, on va lui dire, oh, attention, toi, tu vas pas donner une limite à un joueur en disant, non, tu vas plutôt me donner une caractéristique des ténèbres. En disant, exemple, je les ai vus se nourrir de cadavres. Ah, ok. Parfait. Fait que là, le maître de jeu, il ne jouera jamais cette limite-là. Ce qu'il va avoir, par exemple, c'est que c'est sa première indication que... Comment définir un peu les zones. Fait que là, j'ai les ténèbres qui se nourrissent... Là, ce que je sais maintenant, c'est qu'ils se nourrissent de cadavres. Parfait. Et là, je pars avec ça. On part avec la prémisse et tout ça. On a la prémisse de base qu'on avait donnée. Chalet de ski, on a étoffé, bon, blablabla. On est dans une montagne en Autriche. Parfait. Là, après ça, on arrive au début. Bon, lorsqu'on commence, il faut donner les vérités. Et ça, les vérités, à chaque scène qui va survenir, les scènes, il va en avoir 10. C'est le nombre de chandelles. Donc, à chaque scène qui va survenir, ben, on va énoncer les vérités. Et ça commence toujours de cette façon-là. On commence, ces choses sont vraies. Donc, these things are true. Ce qu'on va dire, c'est immuable, c'est vrai, ça fait partie de la narration, on peut pas aller contre ça. La première, c'est toujours la même. Le monde est sombre. Le monde est noir. Le monde est voué à une fin, à une extinction. Et maintenant, dépendamment du nombre de chandelles, c'est le nombre de vérités qui nous reste à dire. Donc, on va avoir tous une vérité. On y va dans l'ordre de vérités à dire. Donc, il y en a plusieurs. Il y en a un qui va dire, bon, il va commencer avec sa vérité. Je sais pas moi. Les rations, la nourriture commence à manquer. Parfait. Bon, on a ça. L'un de nous cache une arme. Parfait. Et là, on descend ça jusqu'à temps qu'on soit rendu à la dernière. La dernière est importante parce que aussi celle-là, elle est dictée. Donc, même lorsque 10 chandelles, les 10 vérités, il y en a seulement 8 qui sont énoncées par les joueurs. Et par le maître, parce que le maître aussi en a une à dire. Et la dernière, c'est « Mais nous sommes en vie ». Donc, on y va avec ça. Et là, on commence, puis là, on introduit la scène de base. Donc, bon, ben, les joueurs, vous êtes présentement juste en haut de la montagne, parce que lorsque le soleil s'est brusquement affaissé, s'est brusquement couché à une heure qui a aucun sens, exemple 14 heures, bien, vous venez de descendre du remont de pente, vous êtes en haut de la montagne, les gens commencent à crier, se posent des questions, l'électricité a manqué, il y a encore des gens qui crient dans les remontées mécaniques et tout ça, et là, on est là-dedans. Et là, c'est un peu le chaos. Les patrouilleurs, les gens de la station de ski tentent de mener tant bien que mal. Et à un moment donné, tout ce qu'on entend, c'est un cri de femme suivi par plusieurs autres cris qui mentionnent que deux skieurs ont été retrouvés non loin de là et que leurs cadavres à moitié dévorés... Là, vois-tu, on vient d'annoncer un peu ce que la carte n'a dit. On se nourrit ses cadavres. Fait que là, on met ça en place. Et là, on met les vérités. On essaie de jouer avec les vérités qui ont été données. Donc, c'est pour ça que le maître de jeu doit noter. Là, t'as d'idées.
y a toujours... C'est 10 dés. On commence avec ces 10 dés-là. Lorsqu'il y a 10 chandelles, donc ça veut dire qu'il y a 10 dés qui appartiennent aux joueurs. Dès qu'il y a des conflits, dès qu'il y a des choses qu'on pense qui doivent rouler les dés, on va leur donner les 10 dés et on va les laisser jouer avec ça. On va les laisser... Donc, il y en a un qui dit « il y a un des joueurs qui est dans un chairlift. Fait qu'ils vont essayer de le sauver avec une perche en essayant de le sortir de là. Il n'est pas très haut. Bon, je vais lui dire, vas-y, lance le conflit. Il va prendre ses 10 dés. Il doit lancer. S'il y a un 6, c'est un succès. Donc, ça prend juste un 6 pour avoir un succès. L'affaire, par exemple, c'est que s'il y a des 1 dans ces dés, ces dés-là, je viens les tasser. Parce que la banque de dés s'amenuise. Tu as 10 dés. Mais toutes les 1. Mettons qu'il y a 2, 6. Ah, c'est parfait. Tu réussis. Vous allez être capable de le descendre. Là, on va laisser le joueur expliquer comment il descend et tout ça. Mais il y a 3, 1. Ces dés-là, je vais les mettre de côté. Parce que pour les prochains jets, ces dés-là vont devenir les dés du maître de jeu. Donc, moi, je vais brasser aussi un nombre de dés. Et graduellement, si mon nombre de succès à moi est supérieur au sien, c'est moi qui reprends le contrôle de la narration et ça mène à la fin de la scène. Donc, ça ne fonctionnera pas. Il va y avoir une escalade dans l'intrigue, si on veut, et on va éteindre une chandelle. Et là, on va recommencer avec les vérités, on va recommencer avec tout ça, jusqu'à temps qu'on arrive vers les chandelles, vers le moins de chandelles. Il y a toujours les dés d'espoir, évidemment. Puis, fait donc, lorsqu'on est rendu à la deuxième scène, déjà là, le maître de jeu a un dé à lui. Parce que les joueurs ne peuvent pas avoir plus de dés qu'il y a de chandelles. Donc, ils vont commencer avec 9 dés. Et ça va diminuer. Là, tout à l'heure, encore une fois, si tu es mal pris, tu n'as pas eu de 6, tu peux utiliser ce qu'on disait, là, les vertus, les vertus, les faiblesses, là. Le mot m'échappe, mais bon. Les vertus et j'ai juste Fla dans la tête, mais c'est pas ça, c'est... les vices, bon. Fait que donc, c'est ça. Fait que là, tu peux pour relancer. Fait que donc, graduellement, ça amène à une espèce d'escalade, si on veut, là-dedans, et ça va crescendo jusqu'à une fin. Évidemment, il y a une espèce de narrativité qui est intéressante parce que le maître de jeu met en place les scènes, évidemment, il va cadrer, mais c'est beaucoup influencé par les vérités. C'est là que c'est important que les vérités soient cohérentes. Moi, exemple, je vous ai dit un peu comment fonctionnait le jeu. Et là, c'est à toutes les sauces. C'est à toutes les sauces. Tu pourrais jouer en bateau. Tu pourrais jouer sur... Moi, la première partie que j'ai jouée, Ah non, c'est vrai, j'ai joué une partie de plus en live. Je pensais plus. Celle-là, je l'ai jouée, puis c'était sur un bateau. Donc, c'était un équipage d'un bateau, et moi, j'étais un prêtre catholique, justement. Et bon, ça fait fini qu'on s'était entretués sur le bateau parce que, il y avait des esclaves dans la soute. Et c'était... Ce qu'on savait pas, c'est que c'était un navire qui amenait des esclaves dans un autre... dans un autre pays, puis certains d'entre nous s'étaient insurgés, d'autres faisaient partie de la conspiration et tout ça. Puis c'est là que les vérités avaient comme un peu... c'est là que les cartes du début avaient un peu joué la finalité de la partie, ce qui était vraiment intéressant. Donc, les vérités, s'il y a là, il faut que tu les cadres un petit peu, parce que ça peut aller un peu tout azimut, puis c'est là le risque. Tu veux que... Bon, premièrement, il n'y a pas un joueur qui peut dire... il y a une lueur au bout du tunnel. Non, il n'y en a pas de lueur au bout du tunnel. Ça, c'est une des choses. Tu ne peux pas aller là. Ça doit être dit dès le début, il n'y a pas de lueur au bout du tunnel. C'est terminé. On s'en va inexorablement vers la fin. Donc ça doit être clair. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être d'autre aussi comme si on s'en va dans un endroit, dans une vérité qui est complètement en désaccord avec tout ce qu'on a fait depuis le début, ça risque de casser l'ambiance. Et moi, je l'ai vu dans une game, ça. On s'en allait dans une direction, puis et ça a comme teinté le reste de la game. Et là, c'est là que le maître de jeu doit
pédaler à 100 km/h pour être capable de ramener la partie, puis ça fait pas le travail. À un moment donné, on dirait que ça a pas fait le travail, et cette vérité-là, cette simple vérité-là, à un moment donné, a un peu brisé tout l'élan qu'on avait depuis le début. Pourtant, c'était pas une mauvaise volonté, c'était juste que le joueur avait une idée, puis il s'est dit, hey, tu sais, ça pourrait être fou, là, ça. Mais ça a pas été dans le bon sens. C'est tough aussi en même temps de dire, en tant que maître de jeu, c'est plus difficile de se tourner vers un joueur et de dire, tu sais, quand tu donnes un partage narratif, c'est ça un peu le mauvais côté du partage narratif. C'est un coup qui est donné, tu peux difficilement reprendre le veto dessus, parce que sinon, c'est pas du partage narratif. Fait que donc, c'est un peu ça le jeu, puis le jeu le prévoit pas, ça. Il dit, c'est comme ça, il faut que tu joues avec. Mais il faut que tout le monde... Je pense que les joueurs doivent réagir, c'est vraiment ça. C'est pas là nécessairement qu'on veut aller, c'est pas... Tu sais, il faut que les joueurs le soulèvent, ça. Ils disent, non, ça marche pas. Voilà. Fait que donc, c'est un petit peu ça. Ça finit beaucoup par souvent, moi, à quelques reprises, j'ai vu que les joueurs s'entretuaient. Parce qu'il y a tout le temps un moment donné, dans une des vérités ou dans une des limites, qui attaque directement un autre joueur, puis c'est la beauté du jeu. Là. Ça finit en PVP souvent. Pas toujours, par exemple, parce que des fois, ça finit pas en PVP. Ça finissait en mort tragique et triste. Et pourquoi? Puis ça, c'était bien. Moi, tu sais, c'est ce que je vous ai parlé là, du ski, ça, on l'avait déjà fait. On l'a fait en ligne. Ça avait vraiment bien marché. C'était vraiment cool. Les joueurs... il y avait comme une espèce d'ombre qui possédait les humains, puis amenait des tendances suicidaires et homicidaires, en fait. Et ça avait... Bon, on avait comme une espèce de course folle entre chalet en chalet pour descendre la montagne, puis essayer de se sauver de là, trouver un camion et tout ça. Puis là, les joueurs s'enfargent, le camion marche plus, le camion fonce dans quelque chose, ça amène des péripéties. Parce qu'il faut pas oublier que si le joueur réussit pas sa main, s'il a réussi son jet de conflit, c'est à lui de raconter. S'il ne réussit pas, il y a une chandelle qui s'éteint et c'est le maître de jeu qui reprend la main, qui reprend le contrôle narratif et qui va décrire comment ça marche pas bien, cette histoire-là, et que ça amène l'histoire à un autre niveau en éteignant une chandelle. C'est un jeu qui se joue très bien en 3 ou 4 heures. Le maître, moi, ce que je suggère, c'est un mot difficile, suggérer. Ce que je suggère, c'est qu'il y a déjà une prémisse narrative, ou qu'il y en ait plusieurs. Nous sommes dans un camp de bûcherons, au début du siècle, en hiver. Nous sommes dans une taverne médiévale. Nous sommes sur un bateau durant la guerre de 7 ans, en pleine Atlantique. Nous sommes dans... Et que le maître de jeu arrive déjà avec une prémisse qu'il propose aux joueurs. Là-dessus, il pourrait arriver avec 3 ou 4 prémisses, il peut construire. Mais que la prémisse soit déjà écrite et qu'il y ait qu'il y ait déjà une espèce de substance, une substance autour, qu'il y ait quelque chose qu'on vient emmener. On parlait de la... vous êtes en vacances, c'est idyllique, vos personnages. Fait que ça vient déjà enligner les gens vers des personnages, vers une idée, vers « Ah oui, ok, bon, moi, qui je voudrais être dans cette montagne de ski-là? Je veux-tu être un moniteur? Je veux-tu être un mécanicien des remontées mécaniques? Je suis un fils un gosse de riche? Ou au contraire, je suis une personne qui est engagée dans un chalet pour faire le ménage du chalet pendant que les riches propriétaires sont là que quelques fois par année. » Ça amène un peu déjà un alignement. Ça, je trouve ça... Moi, c'est un des trucs que j'ai à dire. L'autre chose aussi, c'est de bien cadrer le fait que c'est inexorable, c'est la fin. On s'en va vers une fin. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de c'est tragique comme jeu. On va voir qui va survivre le plus longtemps, mais ultimement, c'est la fin. Ça, c'est bien le cadré. Puis dire un peu, peut-être, avant de refaire les vérités à chaque tour, c'est de le ramener un peu les points importants
qu'on a amené aux autres vérités, recadrer un peu, c'est bien de le faire. Et à la toute fin, lorsque la dernière chandelle va s'éteindre, eh bien, il va n'y avoir qu'une seule vérité. Et cette vérité-là sera: le monde est sombre, mais vous n'êtes plus en vie.